Alors, je vais retourner ma caméra. Voilà. Bonjour Antoine. Salut! Je suis très contente de te voir en demi-vrai, on va dire. On a échangé que par mail pour Ouais, l'instant, que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Je te remercie d'avoir proposé ce live avec une thématique très intéressante qu'on va aborder là pendant 30 minutes, 40 minutes avec les collègues qui vont nous rejoindre. Pour commencer, j'ai bien envie de me présenter et puis de te passer la parole ensuite. Donc moi, je suis Harmonie Sobaki, orthophoniste et cofondatrice de Calipeton Formation. Donc Calipeton Formation, c'est un organisme de formation à destination des professionnels de santé et de la petite enfance, orienté autour de la périnatalité. Et du coup, je te propose de te présenter également et puis on va aborder le sujet du live. oui, donc là, donc Antoine, et donc j'ai cofondé l'association Devenir Papa, où le but justement c'est de participer à une meilleure implication des papas dans la famille, dans leur parentalité, et aussi auprès des professionnels de santé, où du coup qu'il y ait une meilleure prise en compte aussi au niveau des professionnels de santé sur justement le papa et l'invité en consultation. On en parlera tout pendant ce live. Oui, merci Antoine. Du coup, est-ce que tu peux commencer un petit peu par nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Bah, en fait, justement, l'association, elle découle un peu de mon parcours. J'ai été papa à 25 ans et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aucune info qui s'adressait à moi et je voulais me renseigner. Et donc je me suis rendu sur YouTube. C'était mon principal média pour me renseigner. Et en fait, je tombais que sur des femmes qui s'adressaient à des femmes. D'accord. Et moi, je voulais à chaque fois sur des vidéos des choses très précises. Il fallait que je regarde 20 minutes de vidéo pour avoir 30 secondes d'informations qui m'intéressaient. Et, et sur les vidéos, c'était bonjour les choupettes. Et donc, enfin, moi, ça me parlait pas en tant que papa de regarder. Je sentais que ça s'adressait pas à moi. Et donc, quand je venais aussi en rendez-vous chez la gynéco, je lui posais une question et elle répondait à ma femme. Et donc, c'est en parlant avec des papas, je me suis rendu compte que c'était assez fréquent. Ouais. Et donc, tout de suite, en fait, il y a une sorte de posture de spectateur qui se met en place. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de travailler avec l'association Devenir Papa, c'est de se dire, en fait, l'écart d'investissement entre le papa et la maman, il se crée dès le début, dès la grossesse, parce que la maman du coup est considérée comme la patiente, elle se renseigne, et donc le papa, lui, soit il le fait en autonomie malgré justement peut-être justement des obstacles, ou sinon voilà, il y a toujours la maman qui lui dit tiens, vas-y, faudra que tu fasses ça, faudra que tu fasses ci, et donc même s'il se renseigne, la maman va se renseigner un peu plus. Et donc, il y a toujours cet écart qui se crée, alors qu'à la base, les deux n'y connaissent rien. Et donc, moi, c'est de me dire, en fait, comment on fait pour que les deux apprennent ensemble et qu'il y ait un vrai partenariat qui se crée dès la grossesse pour qu'ils continuent justement ensuite. Et quand on sait les chiffres des inégalités à la fois sur les tâches domestiques et familiales, et puis dans les inégalités professionnelles aussi. Voilà, c'est toute cette question de l'investissement des pères, lié aux stéréotypes de genre également. Donc c'est ça moi qui m'intéresse comme sujet avec l'association. C'est vraiment comment on fait pour faire équipe, quoi. D'accord, super. Et du coup, cette association, elle s'organise un peu comment? Elle est portée aussi par d'autres pairs? En gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé la structure en avril dernier. Ça faisait 3 ans que j'étais bénévole avec l'association. D'accord. J'organise toujours des groupes de parole de pairs tous les mois en physique et en visio. Ok. Et, donc, je me suis dit, en fait, au tout début, j'ai 25 ans, j'ai aucun pote autour de moi qui est papa. Comment je fais pour parler à d'autres papas? Hmm. Et donc, je me suis formé j'étais déjà facilitateur. Je me suis formé à la facilitation de cercles de parole. Et D'accord. à partir de ce moment-là,
en discutant avec d'autres papas, les papas qui ont déjà 30, 35 ans, ils me disent, ah bah, moi, je parle même pas de ça avec mes potes, en fait. Et donc, je me suis dit, ah tiens, en fait, même si il y a peut-être d'autres jeunes papas autour de toi, c'est un sujet que tu n'abordes même pas, en fait, de ce que tu vis toi dans ta paternité et aussi dans ton couple et dans ton lien avec ton enfant. Et, euh, et là, le sujet, par exemple, de ce mois-ci, c'est la violence. Et, euh, et donc, je trouve que ça permet, en fait, de vraiment après prendre du recul sur ce qu'on a vécu. Alors, et c'est ça aussi ce qui est important, c'est de réfléchir aussi à ce qu'on a pu vivre, Mhm. ce qu'on souhaite vraiment transmettre, et puis derrière, en écoutant le témoignage d'autres papas, bah, ça permet de relativiser et de se dire ah toi tu fais comme ça, ok, bah on a le même vécu, moi là ce que tu me dis ça me choque, mais en fait je le fais aussi. Mhm. euh, donc euh, donc voilà, et ce qui est bien en fait dans les cercles de parole, moi ce que j'adore, c'est que on écoute l'autre père sans lui donner de conseils. Et tous les pères en fait à chaque fois aussi qu'ils parlent de leur parentalité, et s'ils ont un problème, ils parlent à un autre homme ou à un professionnel de santé, tout de suite il va y avoir des conseils. Oui. Et en fait, la dernière fois, j'intervenais dans une maison 1000 jours. Le papa, il a son enfant qui a 5 ans, il dort toujours pas, enfin, il se réveille encore pas mal la nuit. Et il dit, on a tout essayé, et là, ça m'a juste fait du bien de juste le dire, quoi. Oui. Et, et pareil, il y a un autre, on a parlé des frictions de couple. Pareil, il dit ça a fait du bien d'en parler. En fait, et je pense il y a pas cet espace juste pour qu'il puisse parler sans avoir ce truc qu'on a pas mal entre hommes de mansplaining. Ah, tu devrais faire comme si t'as fait comme ça, problème solver, quoi. Ah bah tiens, je vais te trouver une solution, je vais te trouver un outil, je vais te trouver, au lieu juste d'avoir peut-être une oreille attentive. Ouais, Et exactement. même en tant que nous, je trouve, posture de père, de pouvoir avoir juste cette écoute avec notre enfant, ça développe ça aussi, de se dire, ah bah tiens, j'aime pas qu'on fasse ça, mais du coup, peut-être mon enfant, il aime, il aimerait bien que je l'écoute un peu plus aussi, même si à la fin, je suis pas d'accord avec lui, mais j'aurais écouté son point de vue. Tout à fait. Après, c'est un peu aussi, tu sais, notre déformation professionnelle de vouloir trouver une solution à la problématique, un peu à la plainte qu'on vient déposer enfin, que les patients viennent déposer dans un cabinet. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Tu nous as même présenté un petit peu le but du coup de tes groupes de pairs. Après, aujourd'hui, scientifiquement, je sais un peu les retours qu'on a sur l'importance des groupes de mère à mère. Est-ce que tu sais si scientifiquement, il y a des choses aussi, des études autour des groupes de pairs ou c'est encore trop peu étayé, trop peu récent? Ouais, non, j'en ai pas vu. Pour moi, en fait, sur ce qui peut être, ça peut être transposable parce que pour moi, c'est un fonctionnement, c'est un processus, le groupe de D'accord. parole. Ok. Et donc, c'est plus, je dirais, peut-être la facilité. Peut-être que du coup, dans le fonctionnement, dans comment a été éduquée une jeune fille. C'est différent de comment a été éduqué un jeune garçon. Et donc, le processus pour réussir à vraiment parler en jeu, parler de soi, parler de ses émotions, il est peut-être un peu plus long. Mais en fait, on voit aussi que dès qu'il y en a un qui brise la barrière au premier tour de parole, après, ça suit. Mais c'est vraiment de lancer. Et après, c'est tout le boulot du facilitateur, c'est de créer ce climat de confiance. Ouais. Mais, mais sur les études, j'ai pas vu d'études à proprement parler sur les pairs. Ok. Et j'ai trouvé ça bien. Dernièrement, il y a eu un reportage avec des champions des joueurs de foot du championnat du monde de 2018 D'accord. qui justement se sont confiés en groupe de parole Ok. en disant sur la santé mentale, en disant bah en fait j'étais au top niveau professionnel. Ouais. Mais mentalement parlant, j'étais vide, j'étais tout seul, j'étais isolé, j'étais vraiment pas bien. Et c'est encore plus, il disait que c'était encore plus difficile du coup pour eux, sachant qu'ils étaient au top professionnellement, d'exprimer ça, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, il y a une certaine dichotomie en fait entre les deux domaines et c'est pas toujours facile effectivement de. T'as parlé un peu d'équilibre tout à l'heure justement, équilibre du couple, équilibre soi-même en fait entre le professionnel et le personnel. C'est vrai que la paternité du coup ça vient bousculer un petit peu tous ces enjeux-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ton positionnement au regard des réflexions politiques qu'on entend aujourd'hui sur la paternité, sur le congé, enfin. Est-ce qu'on pourrait aborder tout ça? Bah, pour moi, le, en fait, le principal, c'est que le congé paternité soit égal au congé maternité. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Ensuite, là, justement, sur le nouveau congé parental qui a été mis en place, j'attends de voir à quel point il va être pris par les pairs. Là, en fait, j'avais une discussion cette semaine, c'était quel va être le point de vue de l'employeur, parce que un congé maternité qui est allongé encore de 2 mois par rapport déjà aux semaines légales, bah, l'entreprise, elle peut prendre un remplaçant. Oui, Là, le père, il va être absent 1 mois, il va revenir au travail, puis après, il va reprendre 2 mois. Je me dis à quel point l'employeur va vraiment accepter déjà qu'il y avait une peur de que les 1 mois freinent la carrière et il y a que 70% des pairs qui le prennent là déjà, donc il y a déjà 30% des pairs qui ne le prennent pas. je prends pas, oui, tout Euh, c'est plutôt pour moi l'idéal, c'est quand même que qui est quand même parce que il peut le prendre peut-être ces 2 mois avec la maman, donc peut-être en enchaînement, mais l'idéal quand même c'est qu'il le prenne sur un temps seul. Et on le voit sur les vraies statistiques où il y a un changement quand les deux quand les deux prennent le congé ensemble, c'est très bien sur une partie. Là où le père va vraiment se rendre compte, s'impliquer et justement ne pas être en automatisme ou avoir sa femme qui sait plus renseigner, qui lui dit ah tiens t'as pensé à ça, t'as vu, tu fais comme ci, comme ça, et qui va vraiment se rendre compte, pouvoir être en autonomie sur toute sa gestion, c'est vraiment ce temps seul avec son enfant. Ok. Et donc moi je suis plutôt sur cette vision-là de réussir à avoir un temps seul avec son enfant pendant un congé paternité égal au congé maternité quoi. Très bien, merci Antoine. Ouais, c'est super ce que tu dis. Je suis d'accord avec toutes tes réflexions là. Et aujourd'hui, si on peut reparler un petit peu de la paternité, est-ce qu'il y a une définition ou un consensus autour de ce terme-là? Non. Non, il n'y a pas de consensus, je pense. Et puis, je pense que ça serait mettre des injonctions sur c'est quoi un père, c'est quoi un bon père. Ouais, c'est comme tu Et parlais de processus tout à l'heure, c'est intéressant, hein. Un processus du coup qui commence avec tout ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, toute la modélisation de la paternité qu'on a eue autour de nous, en fait, je pense, et puis qui s'agrémente au fur et à mesure de notre vécu, et qui, ben, je pense, va éclater pleinement au moment de penser le projet de l'enfant, puisque du coup, logiquement, la maternité, la paternité, ça se réfléchit pleinement à ce moment-là, quand même au désir de conception. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais bah, en fait, on en parlait pendant le DU 1000 jours. Je l'ai pas dit en introduction, mais donc je suis diplômé du DU 1000 jours l'année dernière. Et à partir de quel moment on devient parent, en fait, ouais, il y en a, il faut pour eux, ils s'imaginent et ils sont déjà parents quand ils sont jeunes parce qu'ils se sont projetés là-dedans. Et donc, en fait, le désir plutôt le sentiment, la sensation d'être papa ou maman, elle peut déjà être là avant le désir d'enfant. d'accord. Elle peut arriver au désir d'enfant, mais elle peut aussi arriver. Moi, je me suis senti papa réellement quand mon enfant, il avait 6, 8 mois, Ouais. mon premier enfant. Euh, et je trouve que cette sensation, en tout cas moi, comment je l'ai ressenti, c'était parce que je suis rentré chez moi, je me suis dit, je vais retrouver ma famille. Et là, quand j'ai ouvert la porte et que je les ai vus, ça m'a fait un déclic. Et un autre moment où j'ai vraiment ressenti beaucoup d'amour pour mon enfant, parce que je trouve que ça, en tout cas moi, ça m'est pas tombé dessus comme ça en mode
c'est bon, ton enfant, tu l'aimes inconditionnellement. En fait, au début, enfin moi j'étais dans les tâches. Donc du coup, et c'est au moment où je me suis arrêté, pareil sur les alentours de 6 mois, et je me suis posé avec lui et je me suis dit, mais en fait c'est incroyablement important et puissant de pouvoir faire ça, de pouvoir juste poser, le regarder faire et évoluer et regarder justement comment c'est incroyable la manière dont il bouge, dont, dont il évolue, et c'est là où j'ai développé de l'admiration et le sentiment d'amour, il est venu. Oui, très bien. C'est Euh, intéressant aussi parce que ça nécessite quand même pas mal de capacités d'analyse, tout ça. Enfin, voilà, t'es à l'écoute de de ce que tu vis au quotidien avec ton enfant, quoi. Ça demande et aussi. c'est important, ouais, c'est pour ça que dans les maisons 1000 jours aussi ça se développe. Je pense que c'est important d'avoir des temps, parce que dans la vie de tous les jours, on prend pas ce temps-là, Non. d'avoir des temps sur sur un groupe de parole à la maison 1000 jours de ce clan. On va faire justement un temps papa-bébé avec des bébés de moins de 3 mois, où justement on va parler de ça, de regarder et voir les sensations. S'il y a peut-être justement un bébé qui pleure et que le papa il se sent mal à l'aise, bah, lui faire exprimer son malaise et pourquoi, et vraiment aller chercher l'émotion et le sentiment et le faire s'exprimer là-dessus. Euh, mais euh, mais c'est important justement de voir comment de prendre ce temps d'analyser et de regarder notre enfant. Et je pense que dans des pratiques, peut-être que justement vous en parlez de ça, quelle est votre formation de groupe aussi parent-bébé, de comment l'interaction parent-bébé marche, fonctionne. Oui, après, dans certaines formations assez spécifiques, tu vois, dirigées aux professionnels de santé, mais des groupes de, tu vois, ça va être du coup des ateliers avec le professionnel de santé, pas forcément toi. C'est, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas ce diplôme de professionnel de santé. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as ton DU et tu es papa en fait, et c'est ça Mm, qui te fait être au même niveau finalement que ceux enfin, ceux avec qui tu co-animes ton atelier et ton groupe de parole. mm. Et du coup, autre chose aussi, si on revient un petit peu sur le parcours médical du couple qui est en désir d'enfant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ou nous donner deux, trois informations? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le parcours justement pour impliquer le père davantage? Cela, c'est vraiment des ressentis. Moi, c'est vraiment une volonté aussi avec l'association. Ça serait de vraiment créer un parcours complet à destination des professionnels de santé, une vraie étude, parce que là, on a essayé de monter une étude scientifique avec le CHU de Lille, et il y a trop de barrières, c'est-à-dire que quand on demande aux papas de participer à l'étude, on n'a pas le droit de prendre leurs coordonnées. Enfin, dans une étude collective, enfin, ça s'entend dans des manières de confidentialité pour des études anonymes. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir relancer les papas, de pouvoir les inviter. Et donc là, s'ils notent pas le jour du rendez-vous dans leur agenda avec le lien, bah c'est du coup, enfin, c'est quand même un gros frein à l'étude. Oui, Donc là, on va commencer à travailler sur les premiers retours ce mois-ci. d'accord. Mais, euh, mais mon but, c'est justement de se dire, on fait une étude sur le principe des méthodes de design, en allant justement faire un parcours utilisateur du papa, justement du désir de conception jusqu'à 1 an, 2 ans de l'enfant pendant les 1000 premiers jours. Ok. Et, et moi, du coup, sur ces premiers sentiments de me dire comment s'impliquer plus, pour moi, c'est vraiment aussi du coup, il y a vis-à-vis des professionnels de santé, c'est que le professionnel de santé dit, bah voilà, il y a tel rendez-vous, tel rendez-vous, tel rendez-vous, où le père, ça serait bien qu'il soit là, Oui. qu'il soit avec vous, ou que votre conjoint puisse venir, ou votre conjointe, ou le coparent. Oui. Après, l'autre, tel rendez-vous, là, ce sera spécifique sur votre périnée, enfin, et donc là, c'est pas nécessairement obligatoire qu'il soit là, mais au moins que ce soit noté dans l'agenda et dans son agenda, et que le professionnel de santé, du coup, le propose.
Ça, c'est vraiment la première des choses. Et ensuite, c'est pour ça que là, que j'ai créé une préparation à la paternité. C'est de se D'accord. dire des informations spécifiques, du coup, tournées vers le papa, ou et j'ai créé du coup aussi là-dedans une to-do list pour que le papa aussi soit autonome dans sa gestion. D'accord. Euh, Bien. Parce que, enfin, on le voit dès les prénoms. Hein. Dès les prénoms, moi, j'ai beaucoup de retours de mamans qui disent, bah, je suis obligé de même le relancer sur la recherche de prénoms. Et donc, tout de suite, en fait, il y a cette posture de, bah, moi, j'ai la capacité. Moi, et l'autre parent, le papa, il n'a pas spécialement confiance ou envie. Et il est dans cette posture assez confortable aussi de se dire, bah, de toute façon, c'est géré, ça C'est pas la avance, choisi. ça va, et puis ça va le faire pour moi. Je vais apprendre, je vais réussir à la maternité de le faire. Moi, tous les papas que j'interviewe ou que je vois, c'est bah ouais, de toute façon, ça va le faire. Mm. Je suis confiant, mais je suis confiant parce que derrière, il y a quelqu'un qui gère aussi, Ouais, d'accord. et il y a quelqu'un qui s'est renseigné, qui connaît, et que les vêtements, ils sont pas arrivés par magie dans le, Dans dans, l'armoire. dans l'armoire. Moi, je dis souvent cet exemple-là. Si la maman, elle achète les bodys, elle les range dans l'armoire. Le papa, tout de suite, il va se dire, bah, c'est quoi un body? Ils sont rangés où? Et donc, tout de suite, bah, ça donne une charge supplémentaire Ouais. à l'autre parent qui vient d'accoucher, qui est peut-être sur le lit, fatigué. Et, euh, et donc, il est là en fait, pour moi, c'est vraiment tout ce principe de se dire comment on fait pour que le papa ne soit pas dans cette posture d'aide ou d'accompagnant, qu'il Ouais, soit tu veux vraiment dans qu'il soit cette acteur. posture acteur impliqué, quoi. Et c'est un peu tout le défi ouais, de ma réflexion qui justement n'est pas acté. Au fur et à mesure, justement, je continue à réfléchir là-dessus, comment faire, quoi. Parce qu'il y a quand même encore des gros stéréotypes de genre et dans les deux sens aussi. Il y a plein de mamans qui me disent aussi, bah oui, nous aussi, on en fait, on en prend, on en prend. Et puis à un moment donné, j'avais fait une interview justement d'une maman qui m'avait dit, bah il y a mon mec qui me disait, en fait, est-ce que je peux changer des couches? Est-ce que je peux donc oui, il a fait cette démarche et là, elle s'est rendue compte. Mais combien de mecs vont dire aussi, tiens, je veux faire le sale boulot, est-ce que je peux, parce que c'est pas rigolo. Lui, il est plutôt confortable à pouvoir choisir s'il veut le faire ou pas. Ouais. Combien de mecs vont venir sur le devant de la scène en disant, ah, moi aussi, hein, je veux changer les couches. Mais du coup, il y a quand même cette mouvance-là qui arrive et je trouve ça super que des pères prennent leur place comme ça et l'affirment auprès de leur conjointe. Euh, et après, ouais, c'est comment on fait pour démocratiser ça et ouvrir ça, que ce soit avec les professionnels de santé qui sont encore très focus sur justement la maman, parfois même plus sur la relation maman-bébé et Oui. sur le médical, même pas sur comment la maman elle va. Donc Ouais. d'ici là, prendre en compte le papa et lui demander comment vous allez, juste une petite question comme Oui, une ça, petite il y a question, déjà comment vous allez, oui, effectivement. Ouais. un gap, ouais. Ouais, tout à fait. Et ben justement, tu parlais des idées reçues, un peu des idées sociétales. Est-ce que tu aurais deux idées tabous que tu as entendues dernièrement, là, que tu aurais envie de déconstruire autour de la paternité, du papa, de son rôle? Bah oui, dernièrement, là, justement, sur le dernier groupe de parole, leur papa, il dit, bah moi, de toute façon, je vis rien dans mon corps, c'est la maman qui est enceinte, moi, je peux rien faire. Et en fait, bah, les dernières recherches montrent que, justement, le papa, son parc hormonal change, il développe de l'ocytocine, il baisse en taux de testostérone, et donc que son corps aussi, lui, change, en dehors de parler de la couvade Oui. euh, qui reste un pourcentage d'hommes qui le font, mais du coup, ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans le corps et qu'on peut vraiment créer un lien avec le bébé dès 5 mois en lui parlant, en lui faisant écouter de la musique. Il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment se créer. Et c'est pour ça que après, on parle des 1000 premiers jours, puis il y a vraiment de la grossesse jusqu'aux 2 ans d'enfant, parce que dans la grossesse, le bébé, bah, du coup, se développe et en magazine, enregistre. Et donc, c'est pour moi, ouais,
c'est ça, quoi. Ouais, super. Donc, première idée reçue, déjà, arrêter de dire que c'est seulement le corps de la maman qui change pendant la grossesse, parce que finalement, il y a aussi, d'après les études scientifiques, des changements hormonaux chez le papa. Super. Une deuxième idée reçue, une dernière phrase un peu taboue que tu as entendue et que tu aimerais déconstruire aussi. Là, ce qui me vient, c'est l'idée de toute façon, c'était tout le temps comme ça, depuis toujours. L'homme, il partait chasser et les femmes, elles étaient dans la grotte. Et donc, donc cette posture de pourvoyeur. Euh, En fait, justement, au néolithique, on a retrouvé, il y a eu dans les années 80 des anthropologues femmes qui D'accord? ont décidé de faire des analyses sur les tombes de chasseurs, cueilleurs. Et donc, déjà, sur chasseur-cueilleur, la chasse représentait que 20% du temps. L'autre pourcent, c'était de la cueillette. Ok. Donc, on n'était pas 100% à la chasse. Et dans le rond, c'est hommes et femmes parce que elles ont, du coup, dans cette équipe d'anthropologues, dans les années 80, qui ont détruit justement les idées reçues des anthropologues hommes dans le début des années 1900 où il y avait que des hommes qui ont même pas fait d'analyse, mais ils se sont basés sur comment était leur foyer, etc. Ils se sont dit, bah voilà, on a retrouvé des ossements de chasseurs, c'est que des chasseurs. Et en fait, non, en analysant les bassins, on a repéré 30 à 40% de femmes chasseuses dans ces tombes. Et donc, c'est là où on se rend compte que justement, on est nourri aussi de mythes Ouais. et de croyances qui font que c'est qu'on fonctionne comme ça Et et aujourd'hui, qu'on socialement. pense tous que, mais en fait c'est un mythe qui a été construit par nous et transmis de génération en génération, quoi. Ouais, exactement. Et on a du mal à s'en détacher du coup, et ça induit encore des fonctionnements assez rigides aujourd'hui. Mm. Eh ben super, merci beaucoup Antoine là pour ces deux idées un peu reçues là qu'on a encore bien dans la tête. Et aujourd'hui là, si tu avais une lecture à conseiller à des professionnels de santé ou de la petite enfance, voilà, comme tu as participé au début des 1000 jours, s'il y a une lecture, une étude ou un livre qui t'a marqué pendant ce parcours. Euh, c'est pour moi en dehors c'est vraiment cette idée de stéréotype de genre, ce qui m'a marqué, c'est de se dire en fait on est baigné là-dedans et à des professionnels de la petite enfance ou des professionnels de santé, justement, c'est comment on fait pour s'intéresser autant et faire attention aux mots que l'on emploie envers du coup une future maman pour ne pas justement tout de suite stéréotyper ou dans une crèche auprès des enfants ou dans une 1000 jours dans une maison 1000 jours auprès des enfants. C'est plutôt ça à vraiment se poser la question. Par exemple, en crèche, Oui. euh, sur une formation petite enfance, on va et il y a sur le genre, ils avaient analysé ça. Il y a un petit garçon avec un sac à dos. Les professionnels sont plus aptes à lui dire, ah tiens, tu pars en voyage. Ok. Une petite fille avec un sac à dos, et les professionnels ils lui disent quoi? Tu pars à l'école? Tu pars faire tes courses. Ah, d'accord, ok. Et donc, en fait, tout ça, ça joue, ça inclut, et pareil avec des petits justement, de se dire en fait, je suis une femme, je peux proposer un jeu de ballon, euh, et après, voilà, il y a encore des parents aussi qui disent ah tiens mon fils il joue avec le bébé ou à la dinette à la crèche, mais ça arrive quand même moins. Et puis après c'est le rôle du professionnel de lui expliquer, d'expliquer aussi aux parents que c'est pas déterministe comme jeu et que justement au contraire c'est l'ouverture des possibles de se dire bah en fait peut-être que votre fils vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il joue à la poupée qu'il va être gay tout de suite. En fait, l'idée c'est peut-être que justement il voudra être infirmier ou puériculteur ou en fait c'est juste parce qu'il limite les autres enfants, il limite nous en tant que professionnel de enfants s'occuper des autres enfants, il est juste dans l'imitation, mais c'est absolument pas une construction de sa sexualité. Ouais, tout à fait.
Et cette notion de care, pour moi, justement, c'était vraiment au cœur justement des missions de l'association Devenir Papa. C'est globalement comment on fait pour développer le care chez les hommes, que ce soit à la maison ou dans la société ou au travail. Ouais, super. Merci Antoine. J'aime bien tout ce que tu racontes et du coup, tu vas nous en dire bien plus sur le webinaire qu'on est en train de préparer ensemble avec Calipeton. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce webinaire-là que tu destines aux professionnels de santé et de la petite enfance? Est-ce que tu peux nous dire deux, trois grandes lignes de du programme? Donc, je rappelle juste la date, ça sera le 4 mai. Le 4 mai, c'est un webinaire qui va durer 2 heures sur lequel tu vas intervenir voilà, en appuyant sur certains points autour de cette thématique de la paternité. C'est ça. Et donc le but, c'est vraiment de voir comment vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez inclure davantage le père et tout au long de votre parcours, que vous soyez aussi professionnel de la petite enfance ou professionnel de santé, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas aussi lors de votre inscription à ajouter vos questions parce que le but, ça va être de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir à la fois vous apporter une première base de connaissances et ensuite justement un échange entre professionnels de santé sur vos différentes pratiques et pouvoir grandir ensemble, de se dire bah, comment on fait justement pour instaurer davantage cette culture du care chez les hommes, chez les papas et mieux les intégrer pour que bah, ils soient plus acteurs de leur parentalité et que nous, en tant que professionnels de santé aussi, on évolue dans notre posture. Eh ben, Enfin, vous super. évoluez parce que moi, je suis pas professionnel de santé. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Antoine, super. Donc ce webinaire-là que tu réserves aux professionnels de santé de la petite enfant, je le redis, c'est le mardi 4 mai. Oui, c'est ça. C'est Non? ça. Oui, si c'est ça. Mardi Ouais. 4 mai, j'ai eu un gros doute. 12h30, 14h30, il me semble. Ouais. Sur le temps du Euh, midi. voilà, et du coup, les professionnels de santé peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur le site de Calipeton Formation. Génial. Bah, Eh à ben bientôt. Merci merci. beaucoup, hein. Oui, merci pour ce moment très agréable là du coup et toutes les petites pistes que tu nous as déjà données. Et puis on aura le plaisir de te réaccueillir chez Calipeton donc le 4 mai pour investiguer un petit peu plus cette thématique-là qui te Mm. tient à cœur. À bientôt, Harmonie. À Merci. bientôt. Merci à toi. Au revoir Antoine. Au revoir.